Avant de vous laisser visionner ou écouter le podcast « Il ne veut pas se marier », je vous annonce que le 10 novembre à 20h, dimanche 10 novembre à 20h, aura lieu un webinaire live sur décoder la manipulation. Certains d'entre vous vivent avec quelqu'un et se posent la question « Est-ce que mon partenaire est manipulateur ?» Je me rends compte que certaines choses fonctionnent de manière un peu étrange, bizarre, j'ai le sentiment de souffrir, de vivre une sorte d'inconfort et je me suis posé la question. Peut-être d'autres se sont posé la question, est-ce que je ne serais pas manipulateur? Parce que je vois chez moi quelques traits qui pourraient me laisser penser ça. Le 10 novembre à 20h, dimanche 10 novembre à 20h, on se retrouve pour travailler sur ces sujets-là et évidemment vous donner des éléments pour que vous ayez déjà des outils. Un, pour évidemment confirmer la réponse, est-ce que je suis ou est-ce que je vis avec un manipulateur? Et deux, comment faire quand je vis avec un manipulateur? Vous allez sur le blog couple-heureux.com. Vous allez dans le menu webinaire live, vous cliquez, vous vous inscrivez, paf! Et on se retrouve le 10 novembre avec plaisir, avec tous ceux qui se sont déjà inscrits. Je vous dis à très bientôt. Vraiment, je me réjouis. À très bientôt. Comme votre partenaire ne veut pas se marier, vous voulez le quitter. Et la plupart du temps, quand on dit « il ne veut pas se marier, alors je le quitte », c'est une femme qui tient ce discours, c'est ce que donnent les statistiques, et qui fait qu'on a aujourd'hui en France des femmes qui vivent une frustration, qui sont déjà en couple, qui le sont parfois depuis plusieurs années, et qui vivent la déception de découvrir que leur partenaire ne veut pas se marier, parfois même qui ont commencé à s'engager en couple sachant que leur partenaire ne voulait pas se marier, mais qui ont quand même gagé en se disant qu'avec le temps, peut-être, avec le bonheur venant et puis des expériences communes, il allait changer d'avis. Alors vous pouvez déjà commencer à vous dire qu'il est préférable de ne pas vous engager en couple en espérant que votre partenaire change d'avis, que ce soit sur le mariage, sur le nombre d'enfants, sur le fait d'en avoir, sur le fait de vivre à tel endroit ou tel autre, puisque vous pouvez vous jeter de la poudre aux yeux et vous retrouver avec une frustration pour laquelle vous seriez seul responsable. Alors, si vous avez décidé de vous mettre en couple en espérant que un jour vous vous mariez, mais que ça n'a pas été envisagé dès le départ, vous pouvez déjà peut-être vous dire j'ai pris un risque en fait, puisque je ne savais pas si mon partenaire voudrait se marier, et par conséquent, je suis face à une situation qui est qu'il a choisi de ne pas le faire. Quelles sont les raisons pour lesquelles on pourrait ne pas vouloir se marier? Je voudrais d'abord mentionner quelques chiffres en France, chiffres qui viennent de l'Institut national des études scientifiques et économiques, qui dit qu'en 2022, 242 000 mariages ont été célébrés. Pour information, il y a un décalage entre la réalité du présent et les chiffres, puisqu'il faut en général 2, 3, 4 ans pour récolter des chiffres. Bien sûr, qu'on ne peut récolter qu'après que l'année se soit écoulée, premièrement. Deuxièmement, que les événements aient pu remonter jusqu'au gouvernement ou à l'Institut national des statistiques et des études économiques. Donc, là, on a du 2022-2023, 242 000 mariages, sachant qu'en 2019, on était à 227 000 mariages. Donc, on peut commencer déjà à se dire, tiens, 242, 227, on a gagné une petite vingtaine de mariages en plus, sachant que on a plus d'initiatives d'hommes qui divorcent que de femmes qui décident de divorcer, et que les hommes divorcent en moyenne vers 42 ans, alors que les femmes le font vers 44 ans. Mais les statistiques du divorce n'ont pas beaucoup changé, c'est-à-dire qu'on est à peu près à 52% de divorces. Au bout d'une quinzaine d'années, la moyenne de divorce, 42 ou 44 ans selon les hommes ou les femmes, arrive à une quinzaine d'années de vie commune. Si au bout de 15 ans, on est en divorce, ça n'est pas très encourageant pour dire qu'on va se marier. On peut déjà intégrer cette idée que le fait de prendre connaissance des chiffres des divorces, qui sont en plus régulièrement annoncés annuellement, ça peut être un découragement pour votre partenaire de se dire « Allez, pourquoi pas? Allez, je vais me marier. » Donc plusieurs se disent « Je ne vais pas me marier puisque je risque de m'exposer au risque de divorce. » Et puis, autour de nous, il y a un certain nombre de couples qui ont vécu des difficultés, des naufrages, et qui se sont séparés, qui ont divorcé, et qui font que ça peut nourrir l'encouragement à ne pas envisager de se marier.
Parmi les raisons qui font également qu'on ne veut pas se marier, c'est la question financière, parce qu'un mariage coûte cher, on pourrait presque me dire parfois de plus en plus cher, et non pas forcément seulement au moment du mariage, mais aussi au moment du divorce. On y viendra tout à l'heure. Et puis il y a aussi cette idée qui se trimballe dans les pensées, dans les rues, dans les discussions, que quand on se marie, on perd sa liberté. Je ne sais pas ce qui fait que cet argument se balade ça et là, mais je pense que pour ma part, c'est un vrai mensonge, mais qu'il nourrit quand même cette thèse du non-mariage. Quatrième raison qui peut faire que votre partenaire ne veuille pas se marier, c'est qu'il voudrait rompre avec la pression sociale, ne pas faire comme tout le monde, et finalement, sous couvert d'une originalité, pour dire c'est pas parce que les autres sont mariés qu'on va se marier, il peut venir nourrir une peur de se marier, qui fait que je dis comme j'ai peur de me marier et que je ne veux pas me soumettre au diktat social, je ne vais pas le faire. Mais vous avez déjà compris que c'est un prétexte, puisqu'il y a des choses que les autres font, que votre partenaire fait, en se soumettant au diktat social. On y reviendra tout à l'heure quand je reprendrai chacun des points avec peut-être, je dirais, une sorte de contre-argumentaire. Le sixième point, c'est qu'il peut y avoir une forme de peur de la compatibilité. Est-ce qu'on est vraiment fait pour être ensemble? Est-ce qu'il peut nourrir l'idée de s'installer dans une sorte de vie à l'essai, dans laquelle on va limiter le risque, on n'attend pas pour le mariage, dans lequel on va s'installer, on va vivre ensemble, on aura des enfants, on va peut-être même acheter des choses ensemble, des maisons, monter une société ensemble, mais on a mentalement, émotionnellement, trouvé un moyen pour se donner l'impression qu'on limite le risque, et on reviendra tout à l'heure quand on parlera aussi des contre-arguments. Septième raison qui peut faire que votre partenaire ne veuille pas vivre ensemble, c'est qu'il a vécu un traumatisme, parce que plus de 50% des foyers français sont, dans lesquels se trouvent des enfants d'ailleurs, sont issus de familles monoparentales. Je me souviens que pendant que j'ai fait ma formation de directeur de séjour de vacances, plus de 50% des enfants qui étaient dans les séjours de vacances étaient issus de familles monoparentales. Et pour eux, c'était pas forcément évident. Pour beaucoup d'enfants qui étaient là dans les séjours de vacances, ils y étaient parce que le tour de garde du parent avec lequel ils devaient passer leurs vacances tombait à un moment où le parent ne pouvait pas prendre de congé. Parce que c'est plus compliqué quand on est en famille monoparentale de s'organiser pour les congés. Alors quand on est un couple, on peut plus facilement trouver les moyens de partir en vacances ensemble. Huitième raison, c'est parce qu'on a un manque de préparation émotionnelle. Je vais le formuler comme ça, puisque c'est comme ça que le disent les couples, mais j'y reviendrai tout à l'heure dans les explications que j'appelle, entre guillemets, contre-argumentaires. Et puis, la neuvième raison, c'est qu'on a des modèles négatifs, des gens qui sont en couple et qui voudraient bien ne plus l'être et qui galèrent, qui disent « je ne vais pas me séparer parce que je suis marié, que c'est compliqué, que c'est une prise de tête, que ça coûte cher », et tous ces arguments qui font qu'on n'a pas envie de s'y mettre, alors qu'on pourrait s'inspirer d'autres modèles, mais on y reviendra dans le contre-argumentaire. Et puis, une manière aussi de refuser le mariage, c'est de mesurer la confiance qu'on choisit d'avoir dans son partenaire. Je lui fais confiance, mais, ou bien, parfois même c'est envers soi, je me fais confiance, mais, et si je changeais d'avis, et si je changeais d'humeur? Donc on a une sorte de modération de la confiance, sur laquelle on viendra tout à l'heure, sans trop tarder, dans le contre-argumentaire. Mais je voudrais d'abord camper le décor. On a vu 9 de mémoire, combien 10 arguments qui peuvent expliquer la raison pour laquelle votre partenaire ne veut pas faire le pas du mariage. Ce n'est pas parce que votre partenaire ne veut pas faire le pas du mariage qu'il ne vous aime pas, premièrement. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas faire le pas du mariage qu'il ne vous fait pas confiance, qu'il ne veut pas investir dans le couple, qu'il a choisi d'instaurer une forme de fragilisation microsociale dans ce qu'est le couple. Donc il faudrait d'abord faire table rase de ça. Attention, je ne suis pas en train de vouloir vous encourager à vivre maritalement, comme on dit, sans être marié. Là n'est pas la question. Il est vraiment de s'intéresser à votre préoccupation qui est de vous dire « j'aimerais être marié, mon partenaire ne veut pas ». Comment comprendre qu'il ne le veuille pas? Pourquoi il ne le veut pas?
Pourquoi est-ce un problème pour moi qui ne le veuille pas? Et la question, je vous la pose. En quoi est-ce un problème pour vous qui ne le veuille pas? Est-ce qu'au moment où vous vous êtes mis en couple, vous avez choisi de vous marier au bout de quelque temps, que votre partenaire avait été favorable à ça et que finalement il a changé d'avis? Si tel est le cas, il est possible que dans les 10 arguments que je vous ai présentés, il y en ait plusieurs qui fassent partie du plat de résistance des changements d'avis de votre partenaire. Et je pourrais comprendre que vous vous retrouviez avec votre partenaire en disant, écoute, là, il y a un non-respect du contrat que nous avons établi ensemble, puisque nous avons décidé de construire un couple en disant, on va se marier dans 2, 3, 5 ans, et puis on ne se marie pas. Pourquoi ce refus de respecter cette démarche qui certes est engageante, mais qui était préalablement présente dans le contrat moral de notre vie conjugale? Donc si tel est le cas, vraiment posez la question à votre partenaire, tranquillement. Qu'est-ce qui fait que tu as changé d'avis? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur? Est-ce qu'il y a une nouvelle donne qui fait que tu as choisi d'adopter une autre direction, une autre posture? Qu'est-ce qui déclenche une sorte de malaise chez toi, intérieur, et qui fait qu'aujourd'hui, tu es dans une dynamique différente de celle dans laquelle tu étais précédemment? Seulement, vous avez noté que les éléments que je vous présente là, supposez que vous ayez eu une sorte de pré-engagement moral avant de vous installer ensemble et que les choses aient changé, peuvent faire que vous pouvez de la même manière poser ces questions à votre partenaire, même si avant votre installation en vie commune, vous n'aviez pas envisagé le mariage et que c'est venu en cours de route et que peut-être vous aviez gardé la carte du mariage sous le lit en vous disant « je la sortirai au moment M ». Généralement, les femmes le font à leur grossesse ou à la naissance du premier enfant. Et ce n'est pas par hasard que cette démarche se fait là. C'est parce qu'elle se veut venir sécuriser émotionnellement une relation. Or, votre partenaire pourrait vous dire, en fait, je n'ai pas du tout l'intention de fragiliser notre relation en n'optant pas pour le mariage. Je veux continuer à, et je voudrais t'assurer que, voilà, vous pouvez continuer la phrase, évidemment. Donc, même que vous ayez eu une sorte de pré-engagement moral, verbal, avant votre installation en vie commune, ou pas, les questions que je vous ai précédemment évoquées peuvent être utilisées. Alors faites marche arrière sur la vidéo, notez-les, et prenez un rendez-vous conjugal pour poser votre question à votre partenaire. Je le redis, parce que je le dis de temps en temps, quand je parle de rendez-vous conjugal, ça ne veut pas dire avec votre mari ou votre femme, ça veut dire avec votre conjoint, celui auquel vous êtes joint. Donc il n'y a pas besoin d'être marié pour être conjoint. Étymologiquement, on s'est joint l'un à l'autre, on est donc conjoint. On pourrait dire co-joint, mais comme il y a... bref, conjoint. On passe sur con qui veut dire avec, con, qui vient du latin avec. On a donc présenté les arguments qui peuvent expliquer les raisons pour lesquelles votre partenaire ne veut pas se marier. On a pris le temps de s'arrêter sur les questions que vous pouvez poser si la perspective d'un engagement marital était présente avant votre conjugalité, donc votre vie commune, et que ça a changé. Mais que ces mêmes questions peuvent venir se poser sur la table si vous aviez gardé la carte du mariage sous le lit, sans en parler à votre partenaire, et que vous avez envie de la sortir, ou que vous n'aviez même pas évoqué l'idée de vous marier, vous n'aviez pas pensé à ça, et que ce faisant, suite à la naissance de votre premier enfant, suite à une grossesse, suite à peut-être un projet d'acquisition, d'investissement, vous avez à l'esprit l'envie de vous marier. Et je reviens sur ce que j'ai évoqué tout dernièrement en disant, si vous êtes conscient que vous voulez opter pour le mariage parce que vous avez senti que ça pourrait vous sécuriser émotionnellement, le mariage n'est pas forcément le meilleur chemin pour vous sécuriser émotionnellement. Finalement, ce serait une manière de dire « je veux que tu me sécurises en acceptant un contrat ». Au lieu de faire un travail sur vous-même pour vous sécuriser émotionnellement vous-même, de manière à vivre dans un couple dans lequel vous êtes sereinement sécure. C'est-à-dire que ça peut être un travers de vouloir faire porter à l'autre une co-responsabilité ou une responsabilité dans votre sécurité émotionnelle. Certes, il peut y participer dans la mesure de son choix, de l'expression de sa liberté, et il peut choisir de ne pas y participer et de vous laisser l'entière responsabilité
de vous sécuriser émotionnellement. Et même si effectivement c'est fragile, enfin c'est déstabilisant. Parce qu'en fait, on aimerait que l'autre, mais en réalité, que l'autre vienne, entre guillemets, à votre secours. Si vous êtes en danger, d'accord. Mais êtes-vous en danger? Si vous n'avez pas cette sécurité émotionnelle, qui est que votre partenaire accepte ou accède à votre demande du mariage. La réponse tient en 3 lettres, avec une majorité de lettres négatives. C'est non. Vous n'êtes pas réellement en sécurité. Donc je préfère vraiment que vous optiez pour le mariage si c'est dans vos valeurs. Et ça revient sur l'argument qu'on a évoqué qui est le poids social. On y reviendra dans les contre-argumentaires. Mais si c'est dans vos valeurs, oui, super, engagez-vous, proposez le mariage, travaillez ensemble à construire quelque chose de génial, mais pas pour vous sécuriser émotionnellement. Si le mariage fait partie des valeurs de votre partenaire, proposez-le lui. Mais vous comprenez qu'il sera difficile de demander à votre partenaire de faire quelque chose qui n'est pas en accord avec ses valeurs pour vous sécuriser émotionnellement. Vous entendez votre pleine responsabilité à travailler vous-même, sur vous-même, pour votre bénéfice propre, sans que votre partenaire n'y participe. Vous pouvez dans un second temps, dans votre cheminement de sécurité émotionnelle, prendre le temps avec votre partenaire de lui dire votre insécurité, de lui dire que vous travaillez, de lui demander s'il est d'accord d'y participer, indépendamment d'un projet marital. Et puis, si dans la liste des options possibles, le mariage est évoqué, pourquoi pas? Mais ne vous piégez pas vous-même dans cette dynamique-là, parce qu'elle va se retrouver dans d'autres domaines après. À vous dire, j'ai besoin d'une sécurité émotionnelle dans tel domaine, je vais donc demander à mon partenaire de participer ou de me sécuriser émotionnellement. C'est votre responsabilité, j'insiste bien, c'est votre entière responsabilité. Si vous avez le sentiment de ne pas être à la hauteur dans l'éducation de votre enfant, ne demandez pas à votre partenaire de vous garantir ou de vous sécuriser dans votre capacité à être à la hauteur. Créez vous-même les conditions pour vous sentir à la hauteur sur le plan émotionnel. Et grâce à ça, vous pourrez éventuellement demander à votre partenaire d'être coopérateur dans votre sécurité émotionnelle, dans l'image qui fait que vous accepterez de renforcer, de valider, de sécuriser l'idée que vous êtes véritablement un partenaire ou un parent qui est un, entre guillemets, bon parent, qui tient bien son rôle, sa place, qui remplit sa mission de parent. Vous percevez qu'à partir du moment que vous êtes dans une démarche de sécurité émotionnelle, il s'agisse de votre responsabilité. C'est votre responsabilité. Ce que vous demandez aux autres, c'est une collaboration, une coopération, une contribution qui va venir comme une cerise sur le gâteau ou un élément dans un projet que vous menez, mais dont l'essentiel de votre travail de sécurisation émotionnelle repose sur vous, ce que vous allez faire vous, en vous, intérieurement. Je peux donc maintenant passer au contre-argumentaire. Ou peut-être est-il judicieux que, avant d'y passer, vous preniez quelques minutes sur votre cahier de vie. Et peut-être que vous y attendiez. Prenez quelques minutes, prenez votre cahier de vie ou une feuille de papier libre, un stylo bleu, et prenez le temps d'écrire ce sur quoi, dans votre être profond, vous sentez que vous êtes en insécurité. Je sens que je suis en insécurité émotionnelle. Parce que, non, même pas parce que pour l'instant. Je sens que je suis en insécurité émotionnelle. Dans tel domaine, dans ma relation parentale, dans ma relation conjugale, dans ma relation avec mon père ou avec ma mère, dans ma relation avec mon supérieur ou mon collègue, notez chaque élément dans lequel vous vous sentez en insécurité émotionnelle. Ça veut dire que vous sentez une charge qui vient quand vous êtes confronté à une situation en lien avec ce que vous vivez. Votre fils, votre fille vient vous faire une remarque. Oui, mais papa, en fait, je ne suis pas d'accord parce que quand tu me dis que ce que je fais là, c'est pas bien, en fait, c'est pas juste. Et vous sentez au fond de vous que ça monte, que ça boue, que ça vous déstabilise, comme si vous alliez tomber. Vous sentez que vous commencez à vaciller.
Vous sentez ça, vous le notez. Je me sens en insécurité émotionnelle quand mon enfant me fait une remarque dans laquelle il dit que ce n'est pas juste, que je ne suis pas juste ou que je ne l'aime pas. Je me sens en insécurité émotionnelle quand un de mes partenaires, collègues, supérieurs n'apprécie pas mon travail. Notez toutes les insécurités émotionnelles dans lesquelles vous vous reconnaissez sur votre cahier de vie et laissez un espace de plusieurs lignes entre chaque insécurité émotionnelle. Je voudrais vous proposer de prendre quelques minutes pour le faire. Je lance un sablier et on se retrouve à la fin de ce sablier. Nous poursuivons maintenant que vous avez fait l'exercice. Vous avez donc mis vos différentes insécurités émotionnelles, il y en a 3, 5, 7, 12, et vous avez laissé de la place. À présent, après chaque insécurité émotionnelle, écrivez ce que vous pouvez faire et qui dépend de vous pour amener une amélioration, ne serait-ce qu'infime, à cette insécurité émotionnelle. Si je reprends l'exemple de mon fils ou de ma fille qui me dit « Papa, quand tu dis ça, vraiment, c'est injuste. En fait, je sais que tu m'aimes pas parce que moi, tu me dirais pas ça. » Je sens que ça monte, ça gratte, ça chauffe. Je me sens en train de me froisser intérieurement. Qu'est-ce que je pourrais faire pour ressentir autre chose? Je pourrais probablement, quand mon enfant me dit qu'il ne se sent pas aimé quand je fais quelque chose, ou plutôt que je ne l'aime pas, je pourrais commencer par me dire qu'en fait, j'en fais une affaire personnelle. C'est pour ça que je le vis mal. Si vous avez repéré que je suis en train d'évoquer un des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, bravo. Si ça ne vous a rien dit du tout, ça veut dire que vous n'avez pas lu le livre ou que vous avez lu ce livre, mais que c'est encore une théorie trop loin, trop vaste. Je voudrais que vous repreniez ce livre et que vous relisiez au moins cet accord-là, mais au moins les 4 accords Toltec. Dépassez l'introduction, allez directement au premier accord. Parce que vous avez un travail à faire pour initier un changement que vous et vous seul allez faire. Pour changer de quelques degrés, ne serait-ce que d'un seul degré, ce sentiment d'insécurité émotionnelle. Donc je veux vraiment que vous notiez quelque chose. Je me sens en insécurité émotionnelle quand ma fille dit que je ne l'aime pas. Et je sais que je peux faire ceci quand j'ai cette insécurité émotionnelle. Et la chose que je vais faire, c'est que je vais me dire, j'en fais une affaire personnelle. Ce n'est pas parce que mon enfant me dit que je ne l'aime pas que je ne l'aime pas. Il le ressent comme ça. Mais ce n'est pas parce qu'il le ressent comme ça que c'est ça. Première étape que vous pouvez faire. Et vous pourrez ensuite prendre le temps de passer à une autre étape, mais je voudrais d'abord relancer le sablier et que vous preniez le temps d'écrire ce que vous pouvez faire pour chaque insécurité émotionnelle que vous avez mentionnée. On se retrouve dans quelques minutes.
À présent, vous êtes pleinement conscient que vous n'avez pas toutes les ressources pour installer une véritable sécurité émotionnelle. Donc vous pouvez reprendre votre liste et après que vous ayez mis au moins une action que vous pouvez faire vous-même, parce que vous avez mis une action, mais je vous dis une, mais vous pouvez en faire 2, 3, 5, que vous écriviez des ressources externes, donc des choses que vous n'avez pas, des compétences que vous n'avez pas, et qui pourraient vous aider à instaurer une meilleure sécurité émotionnelle. Et c'est seulement là que votre partenaire peut intervenir, mais ce n'est pas forcément le premier acteur qui peut intervenir. Vous pouvez aller sur le blog Couple Heureux, aller sur go- je vous accompagne et prendre rendez-vous avec moi, par exemple. Vous pouvez aller chercher un bouquin, vous pouvez vous inscrire dans une formation, vous pouvez acheter un programme. Bien des ressources existent. Et je l'ai déjà dit dans un podcast, mais à partir du mois de septembre-octobre, il y aura le site internet qui s'intitulera formationcouple-heureux.com, sur lequel vous trouverez des programmes qui vont vous aider à vous équiper des ressources extérieures dans lesquelles vous pourrez travailler en autonomie et bien sûr, sans aucun doute, entre autres, sur votre insécurité émotionnelle. Maintenant que vous avez fait ces deux exercices, cet exercice avec ces deux étapes, vous avez noté que vous avez la troisième étape à faire, les ressources extérieures. Vous pourrez le faire à la fin de ce présent podcast, mais je voudrais continuer maintenant avec les contre-argumentaires des 10 points que nous avons évoqués ensemble. Le premier, c'était que vous avez des expériences passées dans lesquelles vos parents ou vous-même avez déjà divorcé, ou vous avez mal vécu le divorce de quelqu'un, même un proche, et que vous vous êtes dit je ne veux pas me marier parce que je ne veux pas divorcer. Ça peut être le cas de votre partenaire. Je voudrais quand même mettre en évidence que ce n'est pas parce que quelqu'un a vécu une expérience, dirons-nous, négative, que toute nouvelle expérience se rapprochant de cette dite expérience négative sera négative. Quelqu'un peut tomber de ski, se relever, tomber de ski et maintes fois prendre des cours auprès d'un professeur de ski et puis finir par devenir un très bon skieur et apprécier et comprendre pourquoi il tombait et finalement trouver du plaisir à skier. Je parle du ski, mais ça peut être valable avec une expérience de parapente, premier saut en biplace très désagréable, je reprends un cours, je ressaute en biplace très désagréable et puis à la deuxième, troisième, quatrième, cinquième expérience, génial, super, je m'inscris pour l'année, je prends les cours de parapente, je saute maintenant seul et je vis une expérience magnifique. C'est comme au golf, le nombre de fois que j'ai raté la balle de golf avant de réussir à la faire partir à plusieurs dizaines de mètres, ça a été énorme, voilà, on y va, et si on se décourage, on peut passer à côté de quelque chose. On ne peut pas se fonder sur une expérience négative pour ne pas se relancer dans une expérience. Les expériences passées ne présagent pas de l'avenir. Ce n'est pas parce que vous avez vécu une expérience que vous avez qualifiée de négative qu'elle l'a été en soi. Et ce n'est pas parce qu'elle a été négative selon votre interprétation que toute expérience se rapprochant sera négative. Faux. Contre-argumentaire clair, net, facile à poser, et vous avez de nombreux exemples quotidiens qui peuvent aller dans cette direction. Deuxième raison, c'est la peur financière. Un mariage, ça coûte cher, un divorce coûte encore plus cher, c'est vrai, encore plus cher surtout sur le plan émotionnel. D'où l'intérêt d'apprendre à se connaître et de travailler pour apprendre à se connaître avant de vivre ensemble, puis qui plus est avant de se marier. Mais ça ne dit pas que ça va coûter cher. Seulement, je voudrais vous dire, peut-être, vous savez que rien de ce qui coûte cher ne rapporte rien. Généralement, plus l'investissement est important et plus le gain est important. Surtout si ce n'est pas un investissement éphémère où on espère gagner vite en très peu de temps, ou une forte somme en très peu de temps. Ça, c'est la poudre aux yeux. On investit, et plus on investit, si on investit longtemps, avec intelligence, comme le dirait Warren Buffett, dans la même chose, dans le même domaine, on gagne, et la peur financière se transforme en gain, mais on y a gagné énormément, sur le plan financier, sur le plan émotionnel, parce que, dites-moi, 2 revenus financiers valent mieux qu'un, 2 esprits pour réfléchir au placement valent mieux qu'un, si on prend que le domaine financier. On va plus loin à 2. Et même s'il est question de finance ou d'investissement émotionnel,
on va plus loin et on va mieux à deux. Le troisième argument, c'est de se dire, oui, mais en fait, je perds ma liberté si je me marie. Ça ne tient absolument pas la route. Vous perdez autant de liberté si on reste sur le verbe perdre en vous mariant qu'en vous installant dans une vie conjugale. Donc, on se fait croire que l'on garde sa liberté. Mais vous en perdez autant. Et mieux encore, je pense que toute personne qui exprime dans le mariage une perte de liberté n'a pas compris ce que c'est que le mariage, ou même la vie conjugale, tout simplement. Parce que je ne vois pas quel investissement pourrait être attaché à la notion de perdre. N'investissez pas alors. Si vous pensez que vous allez perdre quelque chose, inutile d'investir, même dans la vie conjugale, même dans la vie parentale. Parce qu'on pourrait dire également, en tant que parent, on perd une partie de sa liberté. Bah oui, on va passer du temps avec ses enfants, oui, jusqu'à ce qu'ils soient plus âgés. Et puis on va investir aussi en écoute, en attention. Il y a des choses qu'on voudrait faire qu'on ne fera pas. Mais ce n'est pas une perte de liberté, c'est justement l'exercice d'une liberté. J'ai choisi d'investir. Je trouve que ça vaut la peine. Par conséquent, j'ai investi du temps, j'ai investi de moi. Je le choisis, ce n'est pas une imposition, il faut que tu le fasses. Je trouve que c'est justement l'inverse de la perte, c'est un exercice de la liberté. Waouh, je peux choisir de le faire. Je manifeste donc mon choix de liberté. Quatrième argument, la pression sociale et familiale. Je l'ai déjà évoqué tout à l'heure en disant ne vous mariez surtout pas pour une pression sociale et familiale. Mariez-vous parce que c'est dans vos valeurs. J'ai presque envie de vous dire, alors que je suis favorable au mariage, j'ai été marié, divorcé, je me suis remarié. Je ne vis pas maritalement, je ne vis pas en conjoint sans être marié. On va me dire, mais Pascal, pourquoi tu t'es marié? Alors que vraiment, tu dis que tu as 11 ans de thérapie sur 15 ans de mariage, tu aurais pu te dire, oh là là, je ne vais pas prendre le risque, je vais vivre maritalement. Parce qu'en fait, c'est dans mes valeurs. Ne faites rien qui ne se retrouve pas dans vos valeurs. Donc, si je me suis marié, c'est parce que c'est dans mes valeurs. Je ne vais pas vous argumenter pour que vous l'ayez dans vos valeurs, ou que votre partenaire l'ait dans ses valeurs. Si votre partenaire l'a dans ses valeurs, bingo. S'il ne l'a pas dans ses valeurs, acceptez qu'il ne l'a pas dans ses valeurs. Vous avez choisi quelqu'un qui ne l'a pas dans ses valeurs. Le mariage est absent de ses valeurs. Acceptez que c'est absent. C'est comme si vous vouliez que votre partenaire intègre une nouvelle valeur qui est la générosité. Il ne l'avait pas quand vous vous êtes mis en couple. Ne vous mariez pas ou ne vous mettez pas en couple avec quelqu'un en espérant qu'il intègre une valeur que vous voudriez qu'il ait, alors qu'au moment où vous l'avez rencontré, c'était absent de ces valeurs. C'est clair. On peut aller vers l'argument numéro 5 qui était la peur de l'échec. Je ne veux pas me retrouver en difficulté, à échouer, et que finalement cet échec se voit au grand jour, parce qu'un divorce en général, ça ne se fait pas en douce. Tout le monde va voir. C'est divorcé, c'est écrit noir sur blanc, à la mairie, dans les états civils, et c'est un échec. Ok. Mais pourquoi ça peut être un échec? Ça peut être aussi un succès. Tout ce qui peut être échec peut être un succès. Je ne connais aucun succès qui n'ait pas demandé une prise de risque. La prise de risque peut conduire à l'échec, certes, et, yes, au succès. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que vous pouvez tout faire pour que ce soit un succès. On a parlé d'investissement tout à l'heure. Si vous investissez régulièrement, quotidiennement, avec une témérité, une conviction profonde que vous faites bien d'investir, il y a de grandes chances que ce soit un succès. Mais personne ne peut vous garantir avant de partir que ce sera un succès. Parce que la prise de risque est inhérente au succès comme elle l'est à l'échec. Donc si vous avez peur de l'échec, ça voudrait dire que vous pourriez avoir peur du succès. Je vous laisse y réfléchir. Vraiment y réfléchir, posez-vous tranquillement. L'argument ou le contre-argument suivant, c'est le risque d'incompatibilité. Je ne m'arrêterai pas dessus parce que vous avez actuellement un e-book offert. Est-ce que vous avez fait le choix du bon conjoint sur le blog couple-heureux.com. Il est gratuit, servez-vous, parce que ça peut vraiment vous aider à répondre à la question. Septième argument, c'était le traumatisme. J'ai vécu vraiment des situations difficiles, marquantes, qui font que je n'ai pas réussi à m'en remettre. Eh bien, travaillez pour vous en remettre.
Le traumatisme, c'est une action, un événement dans le passé qui a laissé une marque très très forte en vous. Plus la marque est forte, plus vous avez besoin de travailler pour vous guérir, pour avancer et construire. Faites-le. Vous avez notamment de nombreux outils sur Couple Heureux en podcast et vous en aurez sur Formation Couple Heureux pour travailler à votre traumatisme, sortir plus fort. C'est pas parce que vous avez eu un traumatisme et que vous avez été penché que vous devez vivre la suite de votre vie penché ou cassé en deux. La nature, par essence, intègre en elle-même la résilience. Vous vous coupez, ne faites rien. Protégez juste la plaie, elle va guérir. Vous avez été traumatisé, protégez-vous et découvrez ce qui peut faire que vous pourrez vous guérir, parce qu'on n'est pas sur un phénomène aussi naturel qu'une coupure physique par exemple. Équipez-vous pour sortir de votre traumatisme, et je dirais même pour sortir grandi de votre traumatisme. Vous ne serez pas un ex-traumatique, mais vous serez un fort grâce au traumatisme que vous avez vécu et surtout grâce à ce que vous aurez fait du traumatisme. 8e élément pour lequel je voudrais donner un contre-argument, c'est le manque de préparation émotionnelle. Et je voudrais moi plutôt l'appeler le manque de maturité émotionnelle, d'intelligence émotionnelle. La bonne nouvelle, c'est que l'intelligence, ça s'apprend. Et vous avez possibilité de grandir dans ce domaine. Je pense à un livre qui s'intitule « L'intelligence émotionnelle » que j'ai trouvé très intéressant. Je mettrai le lien dans la retranscription du podcast parce que vous avez les moyens de développer votre intelligence émotionnelle. Et ben voilà, allez-y, faites-le. C'est un livre de Lucille Quille. Je développe mon intelligence émotionnelle. Le 9e élément, c'est que vous aviez autour de vous, deuxième argument, des couples qui ont vécu des choses difficiles, vos parents, vos oncles, vos grands-parents, et vous dites, moi je ne veux pas vivre la même chose, j'ai des modèles autour de moi qui sont négatifs. Ok, j'entends. Est-ce que vous avez des modèles positifs, entre guillemets, des gens qui sont en couple et qui sont heureux, des gens qui sont mariés et qui vont bien? Sans doute. Ah, mais vous en avez majoritairement qui sont malheureux par rapport à des gens qui sont mariés et qui sont heureux. Ok. Est-ce que vous savez qu'il y a une minorité de millionnaires sur Terre par rapport aux gens qui ont un niveau de vie très bas? Est-ce que le nombre de personnes qui veulent être millionnaires diminue chaque année? Non. Vous comprenez le raisonnement. Ce n'est pas parce que vous avez un nombre majoritaire de couples qui vivent des choses négatives dans leur couple marié que de couples qui vivent des choses positives que cela va vous conduire, vous, si vous vous mariez ou si votre partenaire accepte le mariage, de vivre davantage de choses négatives. Donc si vous, votre partenaire, êtes réfractaire à l'idée de mariage, vous comprenez que cet argument est fort de fragilité. J'aime beaucoup ce contraste. Et puis le 10e élément, c'est la confiance. Manque de confiance en votre partenaire, manque de confiance en vous, peur de vous retrouver en difficulté parce que manque de stabilité, manque de connaissances. Et vous savez que ce qui nourrit la confiance, c'est la connaissance. Je manque de confiance, je vais me former pour savoir. Quand je sais, je vais passer à l'expérience. Quand je vis à l'expérience, je tire des conclusions de cette expérience. Je vais ensuite m'adapter et modifier mes éléments pour réitérer une nouvelle expérience qui va nourrir une expérience différente et du coup rentrer dans un cercle vertueux de la confiance, une confiance qui grandit. Quand vous avez changé les couches de votre enfant, si vous avez déjà vécu l'expérience parentale, au début vous étiez très hésitant, hein, vous n'êtes pas dit « Oh là là, vu la première fois que j'ai changé les couches, j'ai galéré, je ne changerai plus les couches de mon enfant, c'est terminé, je délègue. Nounou, papa ou maman, tati, tonton ou pépé. » Vous avez galéré, ça a été difficile, et progressivement, vous y êtes mis. La semaine dernière, j'étais avec mes petits-enfants en vacances et on était dans une piscine dans laquelle il n'avait pas pied. Et un de mes petits-fils se mettait sur le bord, il voulait sauter, sans brassard. Absolument, parce qu'il doit faire comme son grand frère. Et je le voyais sauter. Et les quelques secondes, je ne sais pas sur quelques minutes, qu'il passait sous l'eau, je sentais que mon torse se serrait
mon ventre se tendait et que j'avais envie d'aller l'attraper pour le faire sortir de l'eau au plus vite, ce que j'ai fait plusieurs fois. Et j'ai dit à ma femme, je me rends compte du travail que je dois faire sur moi pour accepter qu'il saute comme ça. C'est un travail que j'avais à faire sur moi pour installer la confiance en moi. Pas pour que mon petit-fils trouve les arguments pour me dire Papou, c'est bon, tu peux avoir confiance, ne t'en fais pas, rassure-toi, respire, etc. Je vais te montrer que tu peux avoir confiance en moi. La confiance est un travail que j'ai à faire en moi, pour mon bénéfice personnel. De la même manière, pour le mariage, c'est un travail que vous avez à faire en vous, pour votre bénéfice personnel. De vous dire, j'ai des doutes, j'ai peur, je manque de confiance, je ne me connais pas assez, j'en connais pas assez sur le mariage. Allez sur coupleheureux.com, allez sur formationcoupleheureux.com, prenez les éléments pour vous équiper, lisez les langages de l'amour, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, les 4 accords Toltec, le 5e accord Toltec, la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Lisez Ces couples heureux de Yvon Dallaire. Lisez les livres de John et Julie Gottman. Lisez Le défi de l'amour inconditionnel voilà, son nom m'échappe. Je mettrai tout ça sur le blog dans la retranscription du podcast. Lisez parce que c'est un moyen d'apporter de la connaissance. C'est un moyen d'expérimenter quelque chose. C'est un moyen de vous amener à faire autrement ce que vous faisiez jusqu'alors, d'avoir une nouvelle expérience, d'augmenter votre confiance en vous. Et du coup, votre sécurité émotionnelle. Si vous ou votre partenaire avez peur de vous marier, que vous êtes réfractaire au mariage, vous avez dans ce podcast bien des éléments pour travailler à vous-même, pour créer un couple heureux avec ou sans mariage, pour créer un couple heureux dans le mariage si vous optez pour le mariage, à condition que ça fasse partie de vos valeurs respectives. C'est vraiment important, c'est une manière de vous dire que vous vous respectez, que vous respectez votre partenaire, ça fait partie de ses valeurs, vous acceptez de vous marier. Parce que ça fait partie de vos valeurs. Ne le faites pas à contre-cœur. Évidemment, vous pouvez adopter une nouvelle valeur. En vous disant, ok, j'intègre le mariage dans mes valeurs. Pourquoi le faites-vous ? Comment le faites-vous ? Dans quel but le faites-vous ? Ne le faites pas pour faire plaisir à votre partenaire. Faites-le parce que ça correspond à ce que vous voulez vivre maintenant, dans votre développement de vous. Parce que c'est là que vous semez le succès. C'est là que vous semez le bonheur. Dans cette démarche dans laquelle vous vous alignez avec vous, vous construisez vous parce que vous êtes en phase avec qui vous êtes vraiment. J'attends vos commentaires, vos questions, vos remarques dans les commentaires de ce blog, que ce soit sur YouTube ou sur le blog Couple Heureux, ou même toute application podcast que vous utilisez. Et s'il vous plaît, construisez votre bonheur. C'est bien plus facile que vous ne le pensez.